Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale bilan 2020. Alors je sais qu'on a eu une année particulièrement merdique, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, mais plutôt que de faire une espèce de top 10, top 5, les meilleures scènes, les meilleurs films, les meilleures séries, j'ai décidé de vous proposer ce bilan pour vous dire ce que je retiens de 2020 et éventuellement ce que je ne retiens pas de cette année 2020. Donc c'est parti, on y va, go! Jamendo.com. Bilan 2020. Alors je vais commencer avec la catégorie cinéma et pour le premier film je vais vous parler de Wonder Woman 1984 qui est tout simplement pour moi de la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Alors Wonder Woman 1984 réalisé par Patty Jenkins avec Gal Gadot qui fait suite à Wonder Woman 1 qui était sorti je crois en 2017 et on avait eu l'introduction du personnage dans Batman contre Superman. Alors le film est sorti dans quelques salles et parallèlement il est sorti sur HBO, sur la plateforme VOD HBO Max et le problème c'est que le film c'est juste... c'est même pas de savoir si le film est une purge, c'est que le film est super mauvais. À aucun moment j'ai eu l'impression de voir un Wonder Woman, j'ai eu plus l'impression de voir une espèce de parodie, mais c'est tout. Alors en plus le personnage de Cheetah, donc Barbara qui devient par la suite Cheetah, le personnage, les deux sont complètement loupés de toute façon, voilà. Le personnage de Wonder Woman, bah bon, même si Gal Gadot n'est pas une grande actrice, je la préférais 100 fois dans le premier, où elle était quand même beaucoup plus convaincante. Là c'est simple, c'est soit elle sous-joue, soit elle surjoue. Mais à aucun moment on a l'impression que... Enfin, non, je sais pas. Ils ont pris la décision de faire revenir Steve d'entre les morts, mais ça a été... bon, je pense que ça n'a pas été un bon choix. Ou en tout cas, dans le scénario tel qu'on l'a, c'est pas du tout un bon choix. Et, alors, bizarrement, pour moi, le seul personnage qui s'en tire, c'est le personnage de Maxwell, qui est interprété par Pedro Pascal. Et le seul problème avec ce personnage, c'est que Pedro Pascal est complètement en roue libre. Life is good, but it can be better. Voilà, c'est ça pendant tout le film. Alors sa réplique, Life is good, il la répète à peu près 500 fois. Mais quand on voit ça, on se demande, est-ce qu'il y a eu une direction d'acteur derrière? C'est pas possible, on peut... c'est pas avec un film comme ça qui est juste foiré. J'arrive pas à me dire que derrière il y a une direction d'acteur, une direction artistique et tout. C'est pas possible parce que le film est juste un bide. Et en plus, alors même au niveau des CGI, le film ne se rattrape même pas par les CGI. On a des espèces de gros plans sur Wonder Woman qui est filmé face cam en train de courir et ça pue l'incrustation sur fond vert. Pour rester dans le domaine du cinéma, alors je sais pas si vous avez vu un peu l'actualité, il y a eu un article qui est sorti, alors au départ c'était, il y a plusieurs mois c'était une rumeur et en fait ça a été officialisé, c'est la Warner qui a pris la décision de sortir à peu près sur l'année 2021 une vingtaine de films et au cinéma et simultanément sur la plateforme HBO Max. Et franchement, alors il y a eu, ça fait du bruit parce qu'on a notamment, on parle pas de petits films, mais on parle de gros films tels que Dune de Denis Villeneuve, Matrix 4, Kong contre Godzilla, donc il y en a plein comme ça, c'est quand même des gros films, hein, des blockbusters. Et le problème c'est que c'est en train de comment dire, c'est en train de redéfinir quelque part cette prise de décision de la Warner. C'est en train de redéfinir la manière dont on va consommer le cinéma. Voilà. Alors en France, est-ce qu'on est concerné en France? Non. Alors on sait que HBO Max doit sortir prochainement là en France.
Mais en France, on a une petite chance, c'est qu'on a ce qu'on appelle la chronologie des médias. Alors la chronologie des médias, c'est quoi? C'est tout simplement le délai qui a été instauré entre l'exploitation d'un film en salle et sa sortie en DVD, Blu-ray, plateforme VOD, chaîne privée, chaîne publique et tout. Donc le délai à l'heure actuelle, il est à peu près de 4 mois, je crois. C'était entre la sortie d'un film en salle et sa sortie en Blu-ray, c'est 4 mois. Ça peut pas être inférieur. Il y a quelques années, c'était 5 mois. Et il y a encore quelques années, donc là je vous parle des années 90, je l'ai connu personnellement, c'était 1 an. Voilà, le film sortait en salle et 1 an après, le film sortait en cassette vidéo. Et avec ce plan prévu par la Warner, alors en France, on va pas être touché, mais indirectement, il va y avoir des répercussions parce que là, au niveau piratage, streaming, bah, les films seront quasiment disponibles Day One en qualité Blu-ray. Voilà. Et le problème, c'est qu'en France, bah, forcément, et même aux États-Unis, ça va finir de plonger, de couler les petits cinémas indépendants. Donc on va voir par la suite comment ça va se dérouler, mais c'est quand même quelque chose qui fait assez peur. On reste toujours dans le domaine du cinéma, et là la surprise de cette année 2020, c'est Tenet, réalisé par Christopher Nolan avec Robert Pattinson. Alors j'ai vu le film 4 fois. Voilà, je l'ai vu 2 fois en VO et 2 fois en VF. Et pourtant, ce que je reproche pour ce film Tenet, c'est le manque de subtilité de Nolan pour certaines scènes. Notamment, alors je pense à la scène d'intro à l'opéra de Kiev, où on a cette espèce de gros plan sur le sac à dos avec la lanière rouge. Donc forcément, un plan comme ça, on se dit, ok, le sac à dos, il va ressortir tôt ou tard, et en effet ça loupe pas puisqu'à la fin du film il ressort. Pour ceux qui l'ont vu, alors je vais essayer de pas spoiler, mais je sais pas si vous vous souvenez, à un moment la toute première discussion entre Kate et le protagoniste, à un moment elle lui parle donc de Sator, et elle évoque une femme qui aurait sauté d'un yacht. Voilà, et elle dit qu'elle aurait aimé être cette femme pour avoir ce sentiment de liberté. Et on le voit à l'image, on voit une fille qui saute du yacht. Le problème, c'est que ça manque tellement de subtilité, c'est gros comme une maison en fait. C'est tellement gros. Alors en plus, quand on sait de quel sujet traite le film, on se dit que cette scène, voilà, le mec peut pas faire plus voyant. Donc c'est ça que je reproche un peu à Nolan. Et puis il y a d'autres scènes comme ça, où la scène de l'aéroport par exemple, avec le combat notamment avec Pattinson et le protagoniste, là aussi ça manque de subtilité. Et bizarrement, c'est marrant parce que par exemple sur des films comme Inception ou Interstellar, je trouvais que Nolan était quand même un peu plus subtil avec le public. Mais en tout cas, Tenet est vraiment pour moi la révélation de 2020. Catégorie série, donc toujours dans ce bilan 2020. Alors première série, ça a été pour moi la grosse révélation de cette année 2020, c'est la série Netflix Le Jeu de la Dame avec Anya Taylor-Joy. Donc Anya Taylor-Joy qu'on retrouve également dans le film, enfin dans la daube Les Nouveaux Mutants, voilà, qui est une daube absolue. Alors Le Jeu de la Dame, ça a été pour moi la grosse révélation, que ce soit en termes d'histoire ou même de réalisation. En termes d'histoire, c'est assez simple, on y suit une gamine orpheline qui devient un prodige des échecs et qui, parallèlement à sa vie de compétitrice, doit en même temps gérer toute sa vie personnelle, ses émotions et notamment son addiction. Du coup, alors ce qui est dommage, mais bon, c'est prévu comme ça. Bon bah évidemment, il n'y a pas de deuxième saison. Et le problème, c'est que ça passe super vite. Voilà. Pourtant, on a des épisodes qui font à peu près 1 heure, je crois qu'il y en a 7 ou 8, mais ça passe à une vitesse, on voit pas le temps passer. Mais n'empêche, pour moi, ça a été vraiment la surprise de cette année 2020. Et ça me conforte dans l'idée selon laquelle Netflix, c'est pas forcément que du vu et re-revu. De temps en temps, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu et à nous surprendre en nous proposant des petites pépites comme ça, comme Le Jeu de la Dame.
Toujours dans la catégorie série, je voudrais parler de The Boys saison 2 diffusée sur Amazon Prime. Alors si vous avez vu la saison 1, on est un peu dans la continuité, c'est-à-dire Butcher et sa bande qui essayent de faire tomber le groupe Vought ainsi que les Sept. Donc, alors c'est marrant parce que dans la première saison, on était vraiment dans le trash politiquement incorrect. Là, j'ai l'impression qu'ils ont dû se faire taper sur les doigts pour présenter une série un peu plus pas tout public, mais un peu plus accessible, un peu moins violente. Ce que bon, c'est toujours aussi fun, voilà. Même si pour moi, ça reste quand même en dessous de la première saison. J'ai beaucoup aimé le nouveau personnage là, Stormfront. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé le personnage du protecteur. Parce que dans la saison 1, le mec est complètement fou, il a toujours le sourire. Le mec, pur produit américain. Et là, dans la saison 2, pour la première fois, on se rend compte que par l'intermédiaire de Stormfront, on se rend compte que le mec a un point faible. Voilà, c'est... Donc voilà, vraiment très bonne saison 2. En ce qui concerne Butcher, on a quelques révélations, mais bon, je vais pas vous spoiler. Mais en tout cas, ça a été pour moi, pas un coup de cœur, mais j'ai quand même adoré cette saison 2 de The Boys. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, puisque la série a été renouvelée pour une 3e saison. Donc là, c'est un film qui n'est pas encore sorti, mais la hype est à son maximum. C'est bien entendu Batman 2022. Alors, je ne sais plus qui le réalise. Il me semble, je dis bien, il me semble que c'est Matt Reeves, mais j'en suis pas sûr. Et c'est avec Robert Pattinson. Donc, on a eu déjà un premier teaser, trailer. Et j'ai une hype comme c'est pas possible. J'en attends beaucoup. Alors on a déjà quelques infos officielles, notamment le fait qu'on aura affaire à un Batman apparemment jeune, donc assez inexpérimenté. Donc je me dis que ça peut être vraiment très intéressant. Alors je trouve quand même les gens assez méchant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du casting et qui se plaignent notamment de Robert Pattinson. Et franchement, Robert Pattinson, pour moi, j'ai l'impression que je sais pas, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il suit la même trajectoire que Leonardo DiCaprio. Souvenez-vous, DiCaprio, quand il a sorti Titanic, bon, évidemment, toutes les nanas étaient à ses pieds, mais le mec, il s'est fait pilonné par la critique. C'était le mec, il était là uniquement pour son physique et il n'avait aucun talent. Et pendant des années, DiCaprio a eu l'image de Jack Dawson, donc le personnage de Titanic, qui lui collait à la peau. Et petit à petit, il a quand même réussi à s'en défaire et il a quand même tellement bien réussi à s'en défaire que maintenant Leonardo DiCaprio c'est quand même le mec qui choisit avec qui il veut tourner. Donc c'est le mec qui a tourné quand même pour Scorsese, il a tourné pour Nolan, il a tourné pour Tarantino. Donc je veux dire, le mec il a plus rien à prouver. Pattinson, le truc c'est qu'on s'en souvient beaucoup pour sa prestation dans Twilight et les gens ne retiennent que ça. Et le mec a quand même arrive quand même à se faire marquer parce que bon, il a quand même le rôle principal dans un des rôles principaux dans Tenet. Il est également à l'affiche du film The Lighthouse avec Willem Dafoe et là il se paye l'affiche du prochain Batman. Donc j'ai l'impression que Pattinson c'est le mec d'ici 5 ans, il choisira vraiment avec qui voudra tourner. Et je pense que même maintenant, c'est en train de prendre cette direction-là. Il arrive à se défaire du rôle du vampire qu'il avait dans Twilight. Et franchement, voilà. Donc c'est pour ça. Et puis, franchement, j'ai envie de voir quelle interprétation il va donner à Batman. Voilà, on a eu par exemple Christian Bale qui a interprété un Batman un peu, on va dire, torturé. On a eu Ben Affleck qui a incarné un Batman assez physique, voilà, qui faisait pas dans la dentelle, qui cognait. Du coup, là, je me dis
Pattinson, il va nous donner quoi comme sa vision du Batman, ça va être quoi? On va parler maintenant jeux vidéo, et en premier jeu, je voudrais bien entendu parler de The Last of Us Partie 2. Alors, The Last of Us Partie 2, je pense que ça a été le jeu maudit de l'année 2020. Alors, je pense pas qu'il a pu être plus maudit que Cyberpunk. Voilà. Mais lui aussi, il a été maudit dans certains aspects. Le jeu a été reporté plusieurs fois. Et enfin, pour couronner le tout, on est en juin, je crois, enfin mai, et tous les leaks circulent. Voilà, l'intégralité pratiquement du jeu circule sur internet, donc on ne sait même pas d'où est venue la fuite. Voilà, donc ça a dû être catastrophique pour l'équipe de Naughty Dog. Et pourtant, chose à souligner, c'est que le jeu s'en tire quand même avec pas mal de récompenses. Alors j'ai adoré The Last of Us Partie 2, j'ai adoré la narration, la manière dont l'histoire est racontée. Le problème, c'est que je n'adhère pas aux personnages de Lev et Abby. Je n'arrive toujours pas à m'y faire. J'ai aimé, entre guillemets, le fait qu'on nous propose la mort de Joël et qu'on mette en avant le deuil. Mais il n'y a rien à faire, je n'accroche pas au binôme Abby et Lev. J'arrive pas à m'attacher à Abby et Lev comme je me suis attaché à Joël et Ellie. Voilà, Joël et Ellie, on les suit depuis The Last of Us 1. On a eu le DLC centré sur Ellie et Riley, je crois, il me semble. Je crois que c'est Riley, mais j'en suis pas sûr. Donc, quelque part, ce DLC nous a permis de nous attacher encore plus à Ellie. Et là, le problème, c'est qu'avec Abby, on peut pas nous mettre comme ça un personnage auquel s'attacher. Voilà. Alors, on peut comprendre on peut éventuellement comprendre le personnage, la motivation d'Abby à vouloir tuer Joël et tout. J'arrive à comprendre. Le problème, c'est que non, il n'y a rien à faire. J'arrive pas à m'attacher au personnage. Et même quand je refais le jeu, alors toute la partie avec Ellie ça va, mais la partie avec Abby c'est pas que je me fais chier, mais c'est rien quoi, j'éprouve rien. Voilà. Moi personnellement, ce que j'aurais voulu, mais bon, je pense que Naughty Dog y a forcément pensé, mais je pense que c'est volontaire s'ils n'ont pas opté pour ce choix de scénario. J'aurais adoré qu'on ait le personnage de enfin indirectement le retour de Nora par l'intermédiaire de sa fille. Pour moi, c'était vraiment ça coulait de source qu'on ait la fille ou le fils de Nora qui veuille venger sa mère. Voilà, mais ça aurait pas eu le même impact que là avec le chirurgien et Abby. Voilà. Mais non, il n'y a rien à faire, j'adhère pas au duo là, voilà. Alors il y a de très bons trucs dans le jeu, je dis pas que le jeu est mauvais, hein, au contraire, le jeu mérite largement toutes les récompenses qu'il a eues. J'aime beaucoup cette idée de flashback et tout. On a des scènes qui sont vraiment magnifiques. Mais même en termes d'ambiance, hein, je veux dire, quand on est dehors, qu'on se balade, qu'il pleut, on a une espèce d'ambiance un peu moite. Non, franchement, l'ambiance, il n'y a rien à redire. C'est vraiment un sans faute. C'est juste... Et même le scénario, d'un point de vue global, je veux dire, vouloir tuer Joël, à la limite, je peux l'accepter, mais dans ces conditions-là, et avec ce personnage-là d'Abby, qu'on nous oblige, quelque part, j'ai envie de dire, à apprécier ou à comprendre, je sais pas, je pense qu'il y avait peut-être pourquoi être allé chercher aussi loin, alors que franchement on aurait eu la fille ou le fils de Nora, déjà voilà, ça faisait sens. Alors en plus, bon, Abby n'est pas le seul personnage que je n'apprécie pas, il y a Dina aussi. Pour moi Dina c'est juste non, Dina j'accroche pas non plus. Alors pourtant, Dina, il y a quand même une scène que j'aime beaucoup, c'est l'espèce de scène tableau, là, comme on dit, c'est complètement surréaliste. Le passage qui se déroule à la ferme, ce passage-là est complètement
complètement surréaliste. On a une espèce de scène idyllique. On a Ellie, Dina, qui s'occupe du bébé. Et en plus, à la fin du jeu, souvenez-vous, Ellie qui retourne à la ferme et en fait elle se rend compte que Dina l'a abandonnée. Dina est partie. Voilà. Mais le personnage de Dina, c'est pareil. Non, non, j'y accroche pas. Et à la limite, alors j'en suis même venu à l'idée que bon, ils ont pris la décision de tuer Joël, d'accord. Bon bah dans ces cas-là, alors si vous voulez vraiment partir dans ce désir de vengeance et tout, ouais pourquoi pas, mais à la limite ils auraient pu, j'en viens même à me dire qu'ils auraient pu buter Dina. Voilà. Alors certains vont dire, ah mais non ils auraient pas pu buter Dina parce que Dina était enceinte. Le problème c'est que l'une des potes de Abby, qui sort avec son ancien copain, est également enceinte. Et elle se fait d'ailleurs, elle se fait tuer par Ellie, je crois. Voilà. Donc, ce qu'ils nous ont fait dans un sens, on va dire, dans le groupe d'Abby, ils auraient très bien pu nous le refaire pour Dina. Je veux dire, quitte à aller dans ce délire de vengeance et de violence, autant aller jusqu'au bout. Mais encore une fois, je le répète, c'est un jeu que j'ai adoré, c'est un jeu que j'aime beaucoup la narration, j'aime beaucoup en termes de graphisme, j'aime beaucoup la manière dont est racontée l'histoire, les flashbacks et tout. C'est l'idée d'avoir sacrifié, d'avoir tué Joël. Bon bah ok, c'était osé, mais bon, ils ont osé, c'était un parti pris. Mais je n'adhère pas au binôme de Abby et Lev. Et pourtant, même si je n'adhère pas aux deux personnages, il y a quand même, ils ont droit à des scènes parfois que j'ai quand même kiffé, notamment la scène où on incarne Abby, on est à cheval et on traverse l'espèce de village qui est en feu. C'est une scène, pour moi, c'est une scène qui est vraiment magnifique. Voilà. Et encore une fois, bon bah c'est quand même le jeu qui mérite pour moi quand même toutes les récompenses qu'il a eues. Et alors étant donné que là on va avoir droit à la série The Last of Us qui sera adaptée sur HBO, je pense que d'ici 5 ans on va se diriger sur un The Last of Us partie 3. Et pour clôturer le domaine des jeux vidéo, je vais bien sûr vous parler de Cyberpunk 2077. Donc par CD Projekt. Alors CD Projekt, c'est eux qui avaient fait notamment The Witcher 3. Et malheureusement avec Cyberpunk, ça a été la douche froide, ça a été la catastrophe en termes de jeux vidéo pour cette année 2020. Un jeu, alors apparemment bourré de bugs. Je dis apparemment parce que je n'y ai pas joué directement. J'avais prévu d'y jouer, mais quand j'ai vu tous les retours négatifs qu'il y avait eu, je me suis dit, on va laisser la Play 4 tranquille. Alors, Cyberpunk a commencé à être développé en 2012. Ça veut dire qu'en 2012, la PS4 n'était pas encore sortie. Ce qui aurait été judicieux, c'est que CD Projekt annule la sortie PS4 et Xbox pour se concentrer uniquement sur la version PC. Et pourquoi pas, par la suite, sortir une version propre à la PS5. Voilà, le problème c'est qu'ils l'ont pas fait, il y a eu de gros problèmes de communication. Alors beaucoup de gens disent, c'est un jeu, ils auraient dû le prévoir sur PS5. Sachant que le jeu était prévu dès 2012 sur PS4, et que la PS4 n'était pas encore sortie, ils pouvaient pas savoir autant à l'avance, ils pouvaient pas prévoir de le sortir sur PS5. Ils avaient aucune info sur la PS5. Sachant que la PS5, par exemple, bon, elle est rétro-compatible PS4, mais en 2012, personne ne le savait. Sony ne le savait sûrement pas d'ailleurs. Et Sony, en 2012, il s'intéressait pas encore à la PS5. Voilà. Mais à la limite, plutôt que de le sortir sur PS4, ils auraient dû tout simplement dire, on annule la version PS4, et là, on va se pencher sur une vraie version PS5 et non pas la rétrocompatibilité PS4, PS5. Voilà, sachant que là, le jeu sur PS4, ils ont prévu un patch avec des mises à jour pour que le jeu soit optimisé sur PS5. Mais non, en fait non, il aurait vraiment fallu annuler cette version PS4 et sortir, ou en tout cas travailler sur une vraie version PS5.
Et là, le problème, c'est que alors le jeu a été retiré du store, du PS Store. CD Projekt apparemment sont en train de se manger, à ce que j'ai lu, de pas mal de procès. Voilà. En tout cas, Cyberpunk 2077, bah franchement, je pense que l'image de CD Projekt va être ternie pendant pas mal de temps. Et là, franchement, voilà. Enfin, moi, personnellement, j'essaierai le jeu quand il sera vraiment stable et quand il y aura vraiment plus aucun bug. C'est fini pour ce petit bilan de l'année 2020, donc pas de grande révélation. En espérant que l'année 2021 soit quand même mieux que cette année 2020. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.